Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur le bien et le mal n'était qu'une forme sophistiquée de contrôle? Et si la moralité elle-même, pas seulement certaines règles morales particulières, mais le concept même d'obligation morale, était un système soigneusement construit pour saper votre autonomie et vous retourner contre vos propres intérêts? Et si l'acte le plus radical de liberté n'était pas de trouver la moralité véritable, mais de rejeter complètement tout le cadre de la moralité? Voici les questions explosives soulevées par Johann Caspar Schmidt, mieux connu sous son nom de plume Max Stirner, un philosophe allemand du XIXe siècle dont l'œuvre était si incendiaire que même Friedrich Nietzsche, lui-même familier des idées controversées, fut accusé de l'avoir plagié, tout en évitant délibérément de mentionner son nom. Nous sommes sur le point d'explorer la critique radicale de la moralité par Stirner, telle qu'exprimée dans son chef-d'œuvre de 1844, L'unique et sa propriété. Un texte qui remet en question non seulement des systèmes éthiques spécifiques, mais le concept entier d'autorité morale externe. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une position philosophique abstraite, mais un défi fondamental à la façon dont vous vous comprenez vous-même et votre relation à l'ordre social. La perspective de Stirner reste si dangereuse, si potentiellement libératrice, qu'elle a été systématiquement marginalisée dans l'éducation philosophique. Vous ne le trouverez pas enseigné aux côtés de Kant ou Mill dans les cours d'éthique standards. Son nom apparaît rarement dans les encyclopédies philosophiques. Même les penseurs radicaux évitent souvent ses conclusions les plus troublantes. Pourquoi? Parce que la rébellion de Stirner contre la moralité frappe au cœur de la façon dont les sociétés modernes maintiennent le contrôle, non pas par la coercition physique, mais par l'intériorisation des contraintes morales que les individus s'imposent à eux-mêmes. Comprendre sa critique ne change pas seulement votre façon de penser l'éthique, elle change potentiellement votre façon de vivre. Le contexte de Stirner. Pour comprendre la position radicale de Stirner, nous devons saisir le contexte intellectuel dans lequel il a écrit. Le début du XIXe siècle était une période de transformation profonde dans la pensée européenne. L'autorité religieuse traditionnelle déclinait, mais les systèmes philosophiques se précipitaient pour combler le vide avec des versions séculières des mêmes structures contraignantes. Stirner a émergé des jeunes hégéliens, un groupe de philosophes radicaux répondant à la philosophie idéaliste de Hegel. Alors que les contemporains de Stirner, comme Ludwig Feuerbach, critiquaient la religion en soutenant que Dieu n'était qu'une projection d'attributs humains, Stirner est allé plus loin, arguant que des concepts comme l'humanité, la moralité et le bien commun étaient des projections tout aussi fictives qui servaient à contrôler l'individu. « Dieu est mort », écrivit Nietzsche plusieurs décennies plus tard. Mais Stirner avait déjà identifié le problème crucial. Tuer Dieu ne libère pas les humains si nous remplaçons simplement les commandements divins par des exigences séculières tout aussi restrictives. Que l'autorité qui prétend limiter vos actions s'appelle Dieu, humanité, loi morale ou bien commun fait peu de différence si le résultat est le même, votre subordination à quelque chose d'extérieur à vous-même. Stirner a observé que la pensée séculière moderne avait simplement transféré le lieu de l'autorité du ciel à la terre, sans remettre en question la structure fondamentale de l'autorité elle-même. Nos athées sont des personnes pieuses, a-t-il noté sardoniquement, soulignant que remplacer Dieu dit par l'humanité exige ou la moralité demande ne change rien de substantiel à l'assujettissement de l'individu. Cette perspicacité a conduit Stirner
à une position encore plus radicale que l'athéisme, le rejet non seulement de Dieu, mais de tous les fantômes ou idées fixes qui revendiquent une autorité sur l'individu. La moralité, dans l'analyse de Stirner, est précisément un tel fantôme, une abstraction traitée comme plus réelle et plus importante que les individus concrets qu'elle prétend gouverner. La critique fondamentale. Au cœur de la critique de Stirner se trouve une affirmation révolutionnaire. La moralité est fondamentalement une forme d'auto-aliénation. Le processus par lequel les individus abandonnent leur autonomie à des abstractions de leur propre création, puis oublient qu'ils l'ont fait et expérimentent ces abstractions comme des autorités externes. La moralité elle-même est un comportement matériel que l'homme ordinaire ne comprend pas, écrivait Stirner. Il faut être au-dessus de la moralité pour voir la question de ce point de vue. Ce « au-dessus » n'implique pas une supériorité, mais une perspective. La capacité de voir la moralité non pas comme une réalité métaphysique, mais comme une construction historique et psychologique. Pour Stirner, la pensée morale suit un schéma prévisible. D'abord, les humains créent des abstractions, comme le bien, le devoir ou la nature humaine. Ensuite, ils oublient que ce sont leurs propres créations. Troisièmement, ils se subordonnent à ces abstractions comme si elles étaient des autorités externes. Enfin, ils se jugent eux-mêmes et les autres sur la base de la conformité à ces normes auto-créées, mais désormais aliénées. Ce processus, que Stirner appelle « être possédé par des idées fixes », crée la situation particulière où les individus travaillent activement contre leurs propres intérêts et désirs, au service d'abstractions. La personne morale devient ce que Stirner appelle l'homme pieux, quelqu'un qui sert une cause supérieure plutôt que lui-même, que cette cause soit religieuse ou séculière. Je ne suis moi-même que lorsque je suis maître de moi-même, au lieu d'être maîtrisé par quoi que ce soit d'autre, déclarait Stirner. La moralité dans cette analyse rend cette maîtrise de soi impossible en créant une division interne ou une partie du soi identifiée aux principes moraux, juge, contraint et punit constamment d'autres parties du soi, désir, impulsion, intérêt. Cette division psychologique n'est pas simplement inconfortable. C'est le mécanisme fondamental du contrôle social dans les sociétés modernes. Les autorités externes n'ont plus besoin de surveiller constamment les individus une fois que ces individus ont intériorisé des cadres moraux qui les amènent à se surveiller eux-mêmes. L'État véritablement efficace n'a pas besoin de nombreuses lois ou de police, parce que les citoyens sont devenus leurs propres geôliers par l'intériorisation des contraintes morales. Vous voulez en savoir plus sur la remise en question de la moralité conventionnelle? Abonnez-vous maintenant. L'arnaque morale. Stirner n'a pas seulement identifié la moralité comme aliénation. Il a exposé comment les systèmes moraux servent les structures de pouvoir existantes indépendamment de leur contenu spécifique. Qu'ils soient conservateurs ou progressistes, religieux ou séculiers, les cadres moraux fonctionnent pour protéger les intérêts établis tout en créant l'illusion d'une justification transcendante. Tout État est un despotisme, que le despote soit un ou plusieurs, ou, comme on pourrait le supposer dans une république, que tous soient maîtres, c'est-à-dire qu'un tyrannise les autres, observait Stirner. Cette tyrannie opère le plus efficacement non pas par la force physique, mais par la légitimation morale, convaincre les gens que les arrangements actuels ne sont pas simplement puissants, mais justes. Cela explique pourquoi les groupes dominants à travers l'histoire ont invariablement formulé leur position en termes moraux.
L'Église médiévale ne contrôlait pas seulement de vastes ressources, elle revendiquait l'autorité morale pour déterminer le salut. Les entreprises modernes ne poursuivent pas seulement le profit, elles formulent leurs activités à travers la responsabilité sociale des entreprises. Les nations n'exercent pas seulement le pouvoir, elles construisent des narratifs moraux élaborés sur la liberté, la démocratie ou le destin historique. Stirner a vu à travers ces justifications avec une clarté remarquable. L'État a toujours pour seul but de limiter, contrôler, subordonner l'individu, de le rendre sujet à une généralité quelconque, écrivait-il. La moralité sert ce but en fournissant le mécanisme interne par lequel les individus se limitent eux-mêmes au service de ces généralités. Cette analyse s'applique à tout le spectre politique. Les moralités conservatrices, qui mettent l'accent sur la tradition, l'autorité et la pureté, contraignent évidemment la liberté individuelle au service des normes établies. Mais Stirner soutenait que les moralités progressistes qui mettent l'accent sur l'égalité, la justice et les droits humains subordonnent tout autant les individus à des abstractions, simplement différentes abstractions, avec différents bénéficiaires. Même les révolutionnaires qui s'opposaient aux systèmes moraux existants le faisaient généralement au nom de moralités prétendument plus vraies, qui imposeraient leurs propres contraintes. Comme l'observait Stirner, la Révolution n'a pas dirigé ses armes contre l'autorité, mais contre cette autorité particulière, contre ce monarque. Dès que ce monarque particulier est renversé, l'autorité est à nouveau sacrée. Les révolutionnaires deviennent les nouveaux prêtres de l'autorité morale. Cette perspicacité a conduit Stirner à une position encore plus radicale que la Révolution, l'insurrection. Alors que la Révolution cherche à établir de nouveaux systèmes, l'insurrection, telle que conçue par Stirner, cherche la libération de l'individu de la pensée systémique dans son ensemble. La Révolution visait de nouveaux arrangements. L'insurrection conduit à ne plus nous laisser arranger, expliquait-il. L'unique. Si Stirner a démoli la moralité, qu'a-t-il proposé à sa place? Pas une amoralité universelle ou un nouveau système éthique, mais ce qu'il appelait la propriété, parfois traduit par propriété de soi ou maîtrise de soi, la réclamation radicale de l'autonomie individuelle de toutes les autorités externes, y compris les cadres moraux intériorisés. Je ne suis à moi que lorsque je suis maître de moi-même, au lieu d'être maîtrisé soit par la sensualité, soit par quoi que ce soit d'autre, écrivait Stirner. Cette maîtrise implique de reconnaître toutes les valeurs comme ses propres créations, plutôt que comme des obligations externes. L'unique, der Einzige, dans la philosophie de Stirner, n'est pas lié par des règles morales, mais crée et dissout des valeurs en fonction de leur service aux intérêts et désirs de l'individu. Cette position est facilement mal interprétée comme simple égoïsme ou hédonisme, mais la vision de Stirner est plus subtile. L'unique pourrait choisir d'agir de manière que la moralité conventionnelle qualifierait d'altruiste ou d'auto-sacrifié. Mais ces actions proviendraient des propres désirs et intérêts de l'individu plutôt que de l'obéissance à des abstractions morales. Stirner illustre cette distinction par un exemple frappant. J'aime aussi les hommes, pas seulement des individus mais chacun. Mais je les aime avec la conscience de l'égoïsme. Je les aime parce que l'amour me rend heureux. J'aime parce qu'aimer est naturel pour moi, parce que cela me plaît. Je ne connais aucun commandement d'amour. L'action peut sembler identique à l'altruisme moral, mais sa structure psychologique diffère fondamentalement. Elle découle de la nature de l'individu plutôt que de la soumission à des normes externes. Cette approche dissout l'opposition entre égoïsme et altruisme qui structure la pensée morale conventionnelle.
Pour Stirner, la question pertinente n'est pas de savoir si une action sert les autres. La question est de savoir si elle sert les propres intérêts et désirs de l'acteur. Ces intérêts peuvent inclure le bien-être des autres, sans référence à l'obligation morale. Ce que vous pouvez prévaloir contre moi, je l'endurerai si je le veux. Et si je ne le veux pas, alors je ne l'endurerai pas du tout, déclarait Stirner. Cette déclaration résume son approche des relations sociales, non pas des droits et devoirs moraux, mais la reconnaissance des pouvoirs et intérêts. L'unique ne demande pas justice sur la base de revendications morales, mais exerce le pouvoir sur la base de capacités réelles. Cela semble potentiellement dangereux et ça l'est pour les systèmes de contrôle. Mais Stirner ne préconisait pas la violence universelle ou l'exploitation. Il suggérait plutôt que des relations authentiques entre individus uniques qui ont abandonné les prétentions morales pourraient créer des formes d'association plus authentiques que celles basées sur l'obligation morale. Consequentia sociale. Le rejet de la moralité par Stirner ne l'a pas conduit à rejeter la coopération sociale. Au contraire, il a proposé ce qu'il appelait l'union des égoïstes, Verein von Egoisten, une forme d'association fondamentalement différente de la société conventionnelle ou de l'État. Alors que la société exige que les individus se subordonnent aux intérêts collectifs, l'union de Stirner serait une association d'individus coopérant pour un bénéfice mutuel sans abandonner leur autonomie à des abstractions morales. L'État est une société d'hommes, pas une union d'égaux, écrivait-il. L'État est une condition, un statut, un état de fait, c'est le status rerum. Si l'État est l'ordre des choses, le régime, alors moi, en tant que son ennemi, je suis le désordre des choses. Cette vision diffère radicalement à la fois de la société conventionnelle et des alternatives utopiques. Elle ne promet pas l'harmonie par la contrainte morale, mais reconnaît la négociation continue des pouvoirs et intérêts individuels. Elle ne revendique pas la légitimité morale, mais reconnaît son utilité pratique pour les participants. Elle ne subordonne pas les individus au tout, mais n'existe que pour servir les participants individuels. Je n'ai pas d'objection à la liberté, mais je vous souhaite plus que la liberté. Vous ne devriez pas seulement être débarrassé de ce que vous ne voulez pas. Vous ne devriez pas seulement être un homme libre. Vous devriez aussi être un propriétaire, écrivait Stirner. Cette distinction entre liberté négative, liberté de contrainte, et propriété positive, autodétermination autonome, définit sa vision sociale. Les critiques rejettent souvent l'union des égoïstes de Stirner comme un utopisme impraticable ou une recette pour le chaos violent. Mais considérez combien de relations fonctionnelles opèrent déjà sans dépendre de l'obligation morale. Des amitiés maintenues parce qu'elles sont mutuellement agréables plutôt qu'obligatoires. Des partenariats commerciaux qui continuent parce qu'ils bénéficient à toutes les parties. Des collaborations créatives qui prospèrent sur des intérêts partagés plutôt que sur le devoir. Ces relations n'ont pas besoin d'appel à des abstractions morales comme le bien commun ou la loi naturelle pour fonctionner. Elles fonctionnent parce qu'elles servent les intérêts concrets des individus impliqués. Stirner a simplement proposé d'étendre cette approche à toutes les relations sociales, plutôt que de la confiner à des contextes limités. Libération psychologique. La critique de la moralité par Stirner offre plus qu'un intérêt philosophique. Elle suggère une voie vers la libération psychologique des fardeaux émotionnels que la pensée morale impose, particulièrement la culpabilité et le ressentiment.
La culpabilité émerge de l'intériorisation de normes morales qui condamnent des aspects du soi. La personne morale se juge constamment contre des idéaux intériorisés, tombant inévitablement en deçà et subissant la punition émotionnelle qui en résulte. Cela crée ce que Stirner appelle l'officier de police intérieure, la partie du soi qui surveille et punit le reste au service d'abstraction morale. Le ressentiment émerge de l'attente que les autres devraient adhérer à nos normes morales. Quand ils ne le font pas, nous éprouvons non pas simplement de la déception, mais de l'indignation morale. La réponse émotionnelle aux violations perçues de comment les choses devraient être. Cela crée un conflit sans fin alors que différents cadres moraux s'affrontent dans la condamnation mutuelle. L'approche de Stirner dissout ces deux pièges émotionnels. En reconnaissant les normes morales comme auto-créées plutôt qu'imposées de l'extérieur, l'unique peut évaluer les actions en fonction de leurs conséquences réelles pour ses intérêts, plutôt que de leur conformité à des principes abstraits. Cela n'élimine pas les émotions négatives concernant ses choix, mais transforme le regret, basé sur les conséquences, à partir de la culpabilité, basée sur la violation morale. De même, en reconnaissant les actions des autres comme des expressions de leurs intérêts plutôt que des déclarations morales, l'unique peut répondre stratégiquement plutôt qu'avec indignation morale. Cela n'élimine pas le conflit, mais le transforme de croisade vertueuse en négociation pratique d'intérêts concurrents. Les choses sacrées n'existent que pour l'égoïste qui ne se reconnaît pas lui-même, l'égoïste involontaire, pour celui qui cherche toujours son propre intérêt et pourtant ne se considère pas comme l'être suprême, écrivait Stirner. Cette perspicacité suggère que l'abandon de la pensée morale ne conduit pas à l'absorption narcissique de soi, mais crée en fait une perception plus claire à la fois de soi et des autres, sans la lentille déformante du jugement moral. La rébellion continue. La rébellion de Stirner contre la moralité n'est pas une curiosité historique, mais un défi perpétuel à la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes et nos relations. Sa critique expose les mécanismes par lesquels la pensée morale contraint l'autonomie tout en créant l'illusion de nécessité métaphysique. Une critique qui reste aussi pertinente à notre époque d'humanisme séculier et de valeurs progressistes qu'elle l'était à l'époque religieuse de Stirner. Quiconque sait défendre la chose, à lui appartient la propriété, déclarait Stirner. Cela s'applique non seulement aux possessions matérielles, mais à sa propre vie, ses désirs et ses valeurs. L'unique ne cherche pas la permission ou la justification morale, mais exerce ses capacités à la poursuite de ses intérêts. Une approche qui contourne tout le cadre du raisonnement moral, plutôt que de s'engager dans ces débats sans fin. Cette position reste profondément troublante, parce qu'elle mine la structure même de la façon dont beaucoup de gens s'orientent dans le monde. Il est bien plus facile de débattre de quel cadre moral est correct que de se demander si la pensée morale elle-même pourrait être une forme d'auto-aliénation. Plus facile de condamner des autorités particulières que d'examiner comment l'autorité elle-même opère à travers notre propre psychologie. Pourtant, les idées de Stirner offrent une libération pour ceux qui sont prêts à les affronter. Non pas la fausse liberté de trouver la moralité vraie, mais l'autonomie authentique qui vient de reconnaître toutes les valeurs comme ses propres créations, plutôt que des obligations externes. Non pas le confort de la certitude morale, mais l'authenticité de reconnaître ses désirs et intérêts réels sans déguisement moral. Je ne suis rien dans le sens du vide,
mais je suis le néant créateur, le néant duquel, moi-même, en tant que créateur, je crée tout, concluait Stirner. Ce néant créateur, le soi libéré de toutes les idées fixes, y compris la moralité, ne représente pas le nihilisme, mais le fondement de l'autodétermination authentique. La question n'est pas de savoir si Stirner avait raison ou tort selon une norme externe. Cela ne ferait que reproduire la pensée morale qu'il a contestée. La question est de savoir si sa rébellion contre la moralité offre un chemin vers une plus grande autonomie et authenticité pour ceux qui sont prêts à la poursuivre. Si la moralité est vraiment un mensonge, non pas factuellement faux, mais fonctionnellement trompeur dans ses prétentions à l'autorité sur l'individu. En fin de compte, peut-être que l'affirmation la plus radicale de Stirner est que cette question elle-même ne peut être répondue que par chaque individu unique, non pas par le raisonnement moral, mais par l'expérience pratique de récupérer la propriété de sa vie de toutes les autorités externes, y compris les abstractions morales qu'on nous a appris à placer au-dessus de nous-mêmes.